Merci Anne-Catherine, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, si le sujet vous intéresse, dans cette conférence, on m'a demandé d'aller assez vite sur les constats. Le constat en masse est présent dans le livre, donc vous pouvez vous le procurer à la sortie, parce que l'entrée de cette conférence était gratuite, mais la sortie est payante, évidemment. Donc, comme tu l'as introduit, Catherine, le mot adaptation, c'est quand même un sacré mot, quoi. C'est un mot qui est sale, vraiment. C'est un mot, en gros, il est pris entre deux feux. Il y a le premier feu qui est d'utiliser ce mot pour suggérer qu'on va regarder le statu quo comme il est, tranquillement, on va s'adapter à 4 degrés, pourquoi pas 5, 6, 7, 8, 9, j'en sais rien. Et de l'autre, il y a quand même aussi un esprit de défaite, un tabou autour de ce mot. Parler d'adaptation, ça serait du coup renoncer à l'atténuation du changement climatique. Je vais commencer déjà par donner la définition de ces deux concepts pour qu'on soit extrêmement clair sur de quoi on parle. L'atténuation du changement climatique, c'est traiter les causes du changement climatique. C'est donc la décarbonation ou la décombustion, comme Olivier Roman aime à l'appeler, c'est-à-dire 3 types d'actions que vous connaissez toutes et tous: la sobriété, l'efficacité énergétique et évidemment la partie substitution vers des moyens de production qui soient bas carbone pour la production d'énergie, pour le transport, etc. etc. L'adaptation, c'est un sujet qui est plus compliqué parce que c'est un sujet qui traite de la notion de risque climatique. Et le risque climatique, c'est une notion qu'on va voir, et donc c'est traiter les conséquences attendues du changement climatique. Aujourd'hui, pourquoi j'ai écrit ce livre? Du coup, c'était pour essayer d'expliquer, de vulgariser cette notion-là, qui me semblait complètement absente de l'espace public, ou bien prise exactement comme la question climatique était prise il y a 10, 20 ans, c'est-à-dire en fait un sujet pour les experts, dont les experts venaient parler, et ensuite on avait des constats plus ou moins bien faits, en tout cas bien ordonnés, bien hiérarchisés, qui absorbaient en fait une dose émotionnelle qui permettait de retenir, et puis ensuite sur les solutions apportées, c'était n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on avait un peu de tri des déchets, un peu de charbon, un peu de nucléaire, bref, n'importe quoi dans la hiérarchisation. Et moi, je m'inscris dans l'affiliation de Jean-Marc Jancovici, qui a, pour moi, dans le paysage politique et médiatique français, mis de l'ordre dans cette question-là, a permis à énormément de gens de comprendre ces enjeux-là, a fait un travail d'éducation populaire absolument formidable, sur lequel des gens comme moi, ou comme beaucoup d'autres, peuvent s'appuyer pour essayer de faire développer, faire pousser les graines qui permettent d'organiser progressivement une bifurcation vers un monde qui soit robuste et qui institutionnalise l'entraide. Ça va être l'objet de cette conférence-là. Je commencerai par une image. Mes conférences sont souvent agrémentées d'un certain nombre d'animaux pour retenir les concepts. Le premier, vous le connaissez, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. On est dans un monde où on parle de post-vérité uniquement pour les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas d'accord. La post-vérité, elle est partout. Elle est dans l'espace médiatique mainstream. Il y a une hiérarchisation de chaque fait de société entre des faits divers qui sont instrumentalisés et des tendances longues, des prospectives puissantes, des choses qui vont changer pour toujours et qui sont en train de changer irréversiblement notre pays. Et tout ça est mis sur le même plan. On a 3 minutes sur le changement climatique, 5 minutes sur la fête du cassoulet à Toulouse, ça n'a aucun sens. Il faut bien sûr prioriser tout ça, et c'est dans cet objectif-là que je vais essayer de montrer cet éléphant au milieu de la pièce, de le dévoiler. Également, comme l'indique très bien Jancovici, c'est souvent, on n'arrive pas à lier toutes les crises systémiques qu'on vit avec les conséquences environnementales. En particulier, le changement climatique, toutes les actions géopolitiques, notamment les actions de Trump, ne peuvent pas être comprises si on lui attribue un prisme climato-sceptique, donc de non-croyance. Elles peuvent être bien plus comprises quand on le prend pour ce qu'il est, et son administration, des impérialistes climatiques qui sont confiants de l'effondrement, qui sont conscients de l'effondrement, et qui tapent sur leurs alliés pour s'accaparer une partie des ressources, s'accaparer une partie des routes commerciales. 3 exemples. Le Canada, avec des discussions en fait pour dériver un certain nombre de cours d'eau du Canada pour venir apporter plus d'eau à la Californie et à la sécheresse, c'est le fleuve Columbia. Une partie également des activités des États-Unis pour réapproprier, donner une priorité sur les navires américains au canal de Panama, sur lequel de moins en moins de navires passent du fait des sécheresses récurrentes qui touchent le canal, et bien entendu la question emblématique
du Groenland, où la fonte du Groenland va donner accès à la possibilité d'exploiter des ressources pétrogazières et métalliques. On peut également penser à la question de l'Ukraine avec le deal sur les terres rares et aussi la question de la route maritime nord qui va s'ouvrir du fait du gel du pôle Nord et donc en fait une route qui ferait gagner 40% de temps de commerce entre l'Europe et la Chine et qui est contrôlée principalement aujourd'hui par la Russie. Le premier graphique que je voulais vous montrer, vous le connaissez peut-être, je vais passer assez vite là-dessus, c'est un graphique que vous avez dans le Haut Conseil pour le climat. Le Haut Conseil pour le climat a fait ce graphique-là et montre les 3 scénarios qui nous attendent pour l'avenir potentiellement. Vous voyez qu'en 2022, avant 2022, vous avez un historique. En France, on a pris 1,7 degré à peu près par rapport à l'ère pré-industrielle, par rapport à 1900. Et dans le monde, c'est à peu près 1,3, 1,4 selon les moyens qu'on prend. Et en fait, on se rend bien compte que dans ce cadre-là, le changement climatique, la première caractéristique, c'est qu'il est irréversible. Dans le sens où demain matin, j'arrête les émissions de gaz à effet de serre, demain matin, je me rends dans une situation où en fait, le changement climatique, si on est sous les 2 degrés, il s'arrête, certes, mais on ne revient pas en arrière, d'accord, sur des échelles de temps humain. C'est pour ça que le graphique en bas que vous avez, c'est le scénario accord de Paris. Et vous voyez que même si on tient les 2 degrés, on reste en jaune. Ce qui veut dire que, et c'est écrit dans le Haut Conseil pour le climat, les conditions de température, d'humidité, de sécheresse de l'année 2022 seront la moyenne en France à 2050 sous un réchauffement de 2 degrés. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, fondamentalement, 2022, si vous vous rappelez, il y avait un certain nombre de nos collectivités qui n'avaient plus d'eau au robinet, il y avait les grands incendies de Gironde, etc. Deuxième scénario qui est très important, c'est le scénario du haut, le scénario d'emballement climatique qui nous mène à plus 5, 6 degrés d'ici la fin du siècle. Eh bien, ce scénario d'emballement climatique, c'est un scénario qui est contrôlé par deux choses. Soit on aurait des États qui ne tiendraient pas, qui ne rendraient pas matériel ce à quoi ils sont engagés de faire, c'est bien sûr impossible avec les États-Unis d'Amérique. Et la deuxième façon, ce sera un déclenchement d'un certain nombre de points de bascule qu'on verra. D'accord ? Donc c'est un scénario d'emballement, un scénario de chaos climatique. Et le scénario intermédiaire que vous avez, le scénario orange, c'est le scénario de la France à 4 degrés. 4 degrés en France, c'est plus 3 degrés dans le monde, parce que la France et l'Europe se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale, parce que les océans, et parce que le globe se réchauffe moins vite que les continents, puisqu'en fait les océans se réchauffent moins vite que les continents, du fait de l'évaporation. Et donc en fait, ce scénario de 4 degrés, il nous interroge, et il va falloir essayer de comprendre les impacts pour voir est-ce que c'est possible de s'adapter à plus 4 degrés, et si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'on propose, de quoi on remplit ce mot adaptation. Moi, mon travail, ça a été de faire des analyses de risques climatiques, d'accord ? Donc c'est traiter les conséquences du changement climatique. Les conséquences, on va les matérialiser sur un certain nombre de risques. Les risques qui se construisent sur cette rosace. Vous avez des aléas climatiques qui sont les manifestations du changement climatique, vous les connaissez, les vagues de chaleur, les inondations, le trop sec, etc. Et selon la localisation géographique sur laquelle va impacter cet aléa climatique, on va y être plus ou moins exposé. Par exemple, à Paris, on est plus exposé aux vagues de chaleur qu'on l'est à Londres, par exemple, du fait des situations géographiques. Et donc, ces deux dimensions, les dimensions aléa et exposition, sont des dimensions qui sont purement climatiques. C'est l'évolution du système climatique qui va donner telle ou telle conséquence. Par contre, le risque n'est pas que climatique. Il met en jeu un certain nombre de réponses sociales, humaines, qui sont impactées dans la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est comment moi, mon corps, par exemple, si on prend mon système, sur un système particulier, moi, est-ce que mon corps, il est plus vulnérable que le corps de mon voisin, d'accord ? Qu'est-ce qui va jouer sur ça ? Ma santé physique, mon âge, etc. La vulnérabilité, c'est une notion qui embarque, du coup, ce qu'on appelle la sensibilité à un aléa. On n'est pas tous égaux face aux conséquences du changement climatique selon notre âge, selon notre condition sociale, selon notre genre, selon notre race sociologique présumée. C'est une question de sociologie, d'accord ? Cette question de la sensibilité, elle se traduit aussi par du coup des inégalités qui existent par rapport aux effets mêmes du changement climatique, du fait d'une capacité différée à s'adapter. On
le verra le long de la conférence. Et la vulnérabilité, où dans l'exposition, on peut rentrer un autre critère, qui est plus un critère d'ingénieur, cette fois, qui est la question de l'aménagement du territoire. Est-ce que mon territoire va plus ou moins ressentir les vagues de chaleur, le trop d'eau, le trop sec, etc. Et la dernière chose qu'on apporte à ce diagramme-là, c'est une nouveauté, dans le dernier rapport du GIEC, avant il n'y avait pas cette notion de réponse, c'est quelles sont les actions que je vais mettre en place pour réduire le risque ou pas. C'est-à-dire que selon le système, on va avoir des réponses qui vont créer une adaptation à court terme, mais à moyen, long terme, augmenter le niveau de risque, c'est ce qu'on appelle la notion de maladaptation. Et donc, par rapport à ça, on a des politiques qui agissent. Vous avez ce magnifique plan national d'adaptation au changement climatique qui a été publié en début d'année de cette année et qui a été revu après une consultation publique. Et dedans, il y a quelque chose qui me met particulièrement en colère. C'est le sous-titre que vous voyez, peut-être ou peut-être pas, un peu flou. Il y a marqué « La France s'adapte, vivre à plus 4 degrés », sans point d'interrogation, sans rien du tout. Vivre à plus 4 degrés. Or, vivre à plus 4 degrés, ça nous place en fait dans cette trajectoire qu'on appelle la TRAC, trajectoire de référence à l'adaptation au changement climatique, qui nous mène à 4 degrés à la fin du siècle, 2 degrés déjà dépassés en France en 2030, ce qui correspond à 1,5 degré dans le monde, et 2 degrés dans le monde à 2050, qui nous fait 2,7 en France. Alors, la France à 4 degrés, ça donnera quoi? Est-ce que... Voilà, comment on vivra ça? La France à 4 degrés, c'est des animaux. Donc vous avez vu l'élément au milieu de la pièce, vous allez avoir les rhinocéros gris. Les rhinocéros gris, c'est des événements à tendance lente que l'on connaît, que l'on sait modéliser. Par contre, vu qu'ils sont à évolution lente, on ne s'y adapte pas, on ne les prend pas en compte. La France 4 degrés, c'est une France avec 3 saisons supplémentaires, d'accord? La première saison qu'on va avoir, c'est la saison du trop chaud. En été, vous allez avoir l'été normal que vous connaissez aujourd'hui, et puis d'un coup, vous allez avoir un été où on dépasse des températures caniculaires pendant 5, 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 2 mois, selon les scénarios climatiques. Vous voyez qu'en 2100, la France a plus 4 degrés, ça se traduit notamment dans le sud-ouest avec... dans le sud-est, avec des températures qui dépassent, notamment dans les montagnes, les 5, 6, 7 degrés, un sud qui se réchauffe énormément, et ça va avoir des conséquences extrêmement importantes sur nos villes, parce que le tissu urbain de nos villes est en train et a la caractéristique d'un chauffage qui s'allume en été et qui s'allume d'autant plus qu'il fait chaud. Et donc, ça, c'est une remise en question complète de notre capacité à vivre dans les villes. Il y a beaucoup plus d'exemples, ça sera beaucoup plus détaillé dans le livre si ça vous intéresse, mais grosso modo, c'est ça la première saison, et vous n'en êtes pas surpris, c'est trop chaud. La saison, en plus, que l'on va connaître, et que là, ça ne vous surprend pas, mais c'est un peu plus compliqué, c'est les impacts que vous avez du changement climatique sur le cycle de l'eau. Vous avez la France du trop sec. Ici, vous voyez le nombre de jours consécutifs avec des défauts de précipitation. Vous voyez que tout ce qui est connecté à l'Espagne, qui est un pays qui va se désertifier, est en train d'avoir des augmentations de durée de sécheresse beaucoup plus importantes. Vous voyez notamment que tout le pourtour méditerranéen s'assèche, ainsi que la Bretagne, d'accord? Puisque la Bretagne, il y a aussi, on le verra sur les débits, peu de nappes phréatiques, donc peu de stock d'eau, donc moins de capacité, une diminution des ressources en eau beaucoup plus importante. Ici, là, on l'a en termes de précipitation, mais il faudrait aller regarder la question de l'eau, des sécheresses des sols et des sécheresses hydrologiques. Et la première chose pour bien comprendre ce qui se passe avec le changement climatique et le cycle de l'eau, c'est vous dire que le cycle de l'eau qu'on vous a appris à l'école, il est faux. D'accord ? Ce qu'on vous a appris dans le cycle de l'eau à l'école, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez de l'eau bleue. L'eau bleue, c'est l'eau que vous avez dans vos cours d'eau, dans vos rivières, qui s'évapore. Cette eau qui s'évapore, elle va retomber sous forme de pluie et être stockée un peu sous forme de neige et puis réalimenter nos cours d'eau et nos nappes phréatiques. Ça, c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que ça n'explique que 1/3 des précipitations qu'on connaît sur nos continents. Les 2/3 des précipitations que vous avez sur un territoire sont dues à la végétation de ce territoire, à l'eau verte. C'est extrêmement important. Ça veut dire que votre aménagement du territoire reconfigure les précipitations hors changement climatique.
ce qu'on appelle la pompe biotique. En fait, ce qui se produit, c'est que 2/3 des précipitations sont dues à l'évapotranspiration et donc l'eau verte. Comment ça se traduit? Ça veut dire que si vous avez un continent qui est désertique, en particulier, et entre 100 et jusqu'à 100 à 1000 km des côtes, vous aurez des précipitations. À plus de 1000 km des côtes, vous n'aurez plus de précipitations parce que le continent est désertique. C'est la végétation, c'est la vie qui fait l'eau, et c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, notre aménagement du territoire nous fait reconfigurer aussi nos schémas de précipitation. C'est aussi très important de comprendre, c'est un graphique du Shift Project que j'utilise très très souvent, que parler de sécheresse n'a pas de sens. Il y a 3 types de sécheresse. La sécheresse, elle se propage. Elle se propage en particulier du ciel vers la terre. D'accord ? Ces sécheresses-là, vous avez la première type de sécheresse que je vous ai présentée sur le graphique de la France à 4 degrés. C'est la sécheresse météorologique. Le nombre de jours secs consécutifs sur une région géographique. Sauf que cette sécheresse, donc elle est purement climatique. D'accord, grosso modo, et puis effectivement, il y a des éléments compliqués avec la végétation, mais retenons qu'elle est purement climatique. Le deuxième type de sécheresse qu'on a, c'est du ciel, on va vers les sols, c'est la sécheresse des sols. Donc moins il pleut, plus nos sols sont secs, mais plus on va avoir un usage de nos sols qui pompe de l'eau, qui en utilise, moins on va avoir d'eau verte dans nos sols, et puis notre sécheresse des sols, elle va augmenter. Donc vous voyez que cette sécheresse des sols, elle peut être augmentée sans modification de la sécheresse météorologique. C'est-à-dire que fondamentalement, on a une dimension qui est aussi liée à l'aménagement du territoire. Vous imperméabilisez un sol, vous augmentez la sécheresse du sol parce que vous empêchez la capture des eaux de précipitation et en fait la circulation du cycle de l'eau dans la pédosphère. Dernier élément, du sol nous allons aux nappes, des nappes nous allons aux cours d'eau. Les sécheresses, c'est ce qu'on appelle la sécheresse hydrologique. Quand vous avez plus des sols qui séquestrent moins d'eau ou qui sont moins irrigués par l'eau des précipitations, vous avez des nappes phréatiques qui sont moins remplies. Ces nappes phréatiques qui sont moins remplies, elles vont avoir des conséquences sur le débit des cours d'eau, puisque les deux communiquent en permanence. Et donc, dans la France du trop sec, vous allez avoir beaucoup plus de cours d'eau asséchés, avec du coup des débits qui diminuent. Vous avez les débits ici en 2050 en France, qui vont être fortement affectés, encore une fois, sur tout ce qui est collé à l'Espagne, c'est-à-dire les Pyrénées-Orientales, comme certains disent la Catalogne française. Et vous avez aussi des conséquences importantes, notamment sur la partie du Rhône, qui est extrêmement importante, puisque le Rhône canalise à peu près, une énorme partie de notre production électrique, hydroélectrique, production nucléaire et les questions agricoles aussi, donc l'irrigation par le canal de Provence. Vous avez aussi des nappes qui se retrouvent dans la même situation, on pourrait superposer les cartes du BRGM dans cet objectif-là. Et la troisième type de saison qu'on va avoir, c'est la saison du trop d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se produit, il fait plus chaud. Vous augmentez l'évaporation et l'évapotranspiration. 1 degré de plus, c'est 7% de potentiel d'évaporation en plus. Votre air peut accueillir 7% de plus de vapeur d'eau. Okay, et donc, en fait, toute cette eau-là, elle ne va pas retomber progressivement, sinon on n'aurait pas de problème avec le cycle de l'eau, elle va retomber d'un coup. Elle va retomber d'un coup, en particulier en France, sur la partie nord-est du pays, et donc avoir des impacts extrêmement importants sur l'intégralité, sur les territoires du nord et du nord-est. Pour aller très vite, en Europe, tout le pourtour méditerranéen s'assèche, tous les pays méditerranéens s'assèchent, ça sèche, les chaussettes de l'archi du sèche, et tout reste, du coup, retombe sur le nord. On va avoir, et ce qui est très intéressant, c'est de voir cette transition entre une Europe qui s'assèche et une Europe qui s'humidifie. Et coup de peau, pour nous les Français, on est pile sur la barre d'incertitude. On a du mal, en fait, avec les prédictions climatiques, savoir où on va avoir cette transition entre le trop sec et le trop chaud. En fait, entre le trop sec et le trop chaud, on va devoir gérer les deux, en réalité. Pour vous donner un autre exemple, au moment des événements de Valence, on s'était rendu compte qu'en fait, donc la saison du trop d'eau, elle va se déclencher plutôt en automne-hiver, et pour les événements de Valence qui ont eu lieu en novembre 2024,
à l'été, la Méditerranée était 4 degrés plus chaude que ce qu'elle était en moyenne, parce que la Méditerranée, c'est un lac, d'accord? Elle n'a que 12 km d'ouverture avec l'océan universel, donc elle se réchauffe beaucoup plus vite que la moyenne, et elle a du coup toutes ces précipitations qui vont retomber à un moment sur un endroit. La chose qui est intéressante, c'est de considérer aussi les barres que vous avez. Les barres noires, ce sont des barres d'incertitude des modèles climatiques, parce que en fait, quand le GIEC, ici Météo France, vous présente des résultats, c'est une moyenne, une agrégation dans le cas de Météo France de 17 modèles climatiques, et malheureusement, certains modèles vont dire, là d'après mon modèle, ça humidifie la région, il y a plus de précipitations. Ou là, dans mon modèle, ça la sèche, il y a moins de précipitations. Et donc, il y a des divergences de signes, et donc ce qu'on fait en général pour arbitrer, c'est qu'on prend la médiane de tous les modèles, sauf que ça n'a pas de réalité physique de prendre la médiane de certains modèles. Parce qu'aujourd'hui, pour aller très vite, en physique, on a énormément de mal à avoir des modèles théoriques fiables pour la formation des nuages. Et donc, on a beaucoup d'incertitudes, et plus on va loin dans la théorie climatique, plus on aura d'incertitudes et de capacité à planifier et à anticiper ces éléments-là. Une des tendances fondamentales de vulnérabilité à ces 3 caractéristiques, du coup, le trop chaud, le trop tôt, le trop sec, c'est l'artificialisation des sols. Un sol artificialisé, c'est un sol qui chauffe, parce qu'il n'a pas l'évaporation ou l'évapotranspiration qui permet de le faire transpirer. D'accord? Quand vous sortez de votre douche, en gros, l'énergie thermique, elle peut vous faire plein de choses. En général, quand vous êtes sec, elle va simplement taper sur votre peau, vous avez chaud. Par contre, si vous sortez de la douche, vous avez plein de gouttes d'eau sur le corps, une partie de cette énergie thermique ne va plus servir à vous chauffer la peau, il va servir à évaporer l'eau. Et donc, en fait, plus vous avez un territoire avec moins d'eau verte à évaporer, ou moins d'eau bleue, plus ce territoire va chauffer. Pareil, si vous avez un territoire tout artificialisé, et ben, quand vous avez le trop d'eau qui lui tombe dessus, ça va dégringoler selon la topographie. Aujourd'hui, la France, on artificialise environ 20 000 hectares par an, d'accord, c'est 20 000 terrains de foot qui progressent en termes d'artificialisation du sol, beaucoup plus concentrés sur les villes qui sont hyper concernées par l'effet d'eau de chaleur urbain, et pour les territoires littoraux. J'ai pas dit de mot du coup sur l'évolution des territoires littoraux, des territoires de montagne, des forêts, mais c'est aussi des territoires où les rhinocéros gris se mélangent pour donner des aléas très spécifiques et des défis encore plus importants à relever sur ces territoires, notamment la dépolarisation du tourisme, du ski pour la montagne qui va devoir être opéré parce que ce n'est pas viable, et la relocalisation malheureusement d'une partie des activités en littoral. Et donc en fait, ce qui se produit, c'est que ce changement climatique, on peut en anticiper certaines conséquences, mais d'autres, on ne peut pas. Donc la troisième animal de cette conférence, c'est ce qu'on appelle le signe noir. Le signe noir, c'est le concept du mathématicien libano-américain Nassim Nicolas Taleb. Et un signe noir, c'est quoi? C'est le Covid, grosso modo. C'est un événement qu'on ne peut pas prédire en année N. Par contre, on peut, une fois qu'il s'est produit, reconstruire sa chaîne de causalité en prenant ce qu'on appelle des signaux faibles. Il y a des gens qui essayent de travailler à construire des signaux faibles et à dire « Ah, ça c'est un signe noir, il va arriver à tel horizon de temps, etc. » Il faut s'y préparer. Et donc c'est cette incertitude structurelle aussi dans laquelle nous place cette situation-là. La principale, ça vous la connaissez, c'est, si vous avez un graphique avec l'élévation du niveau de la mer, c'est les fameux points de bascule climatiques. Donc sur ces graphiques sur l'élévation du niveau de la mer, vous avez les 3 scénarios habituels qu'on a. Donc forte émission, émission intermédiaire, forte baisse, on les a vus. Vous voyez qu'ils sont tous parallèles parce que l'élévation du niveau de la mer a une dynamique qui est inarrêtable. Par contre, vous voyez un scénario au-dessus qui s'appelle scénario faible probabilité, fort impact, et un scénario où on aura une désintégration de l'Antarctique de l'Ouest qui générerait du coup un doublement du niveau d'élévation du niveau de la mer. Et quand on regarde, par exemple, sur le graphique que vous avez à votre gauche, les différents points de bascule, il y a beaucoup d'incertitudes sur la localisation de ces points de bascule. Tous les labos ne sont pas d'accord. Par contre, l'objectif de degré, il a été défini parce qu'on pense que énormément de ces points de bascule sont situés autour des 2 degrés. Donc, en fait, si je résume cette petite première partie de la conférence, vivre à 4 degrés, c'est jouer à la roulette russe avec nos vies, ni plus ni moins. Parce que, en fait, c'est un seuil, rien ne dit qu'on s'arrêtera à plus 4 degrés en France. L'autre élément fondamental à comprendre, c'est que l'adaptation, elle est déjà en cours pour énormément d'acteurs économiques. Il ne faut pas penser que l'adaptation, on est en train de découvrir ce que c'est. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui est très très bien expliqué dans un livre de Naomi Klein, qui est une intellectuelle canadienne politologue,
et qui travaille sur la théorie du choc. D'accord ? Ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, dans énormément de cas de l'histoire, un choc géopolitique ou environnemental est un prétexte à une forme de privatisation du monde, c'est-à-dire de mise en place d'institutions de la compétition. L'exemple qu'elle donne, elle en donne plein, elle parle beaucoup du Chili, de Salvador Allende, etc., en 1973, mais l'exemple qui m'intéresse ici, ça va être l'exemple qu'elle prend au Sri Lanka. Au Sri Lanka, ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu un tsunami en 2004 qui a ravagé tout le littoral, et sur le littoral, il y avait un certain nombre de pêcheurs. Et une fois que en fait, le tsunami est passé, il y a eu un ordre du gouvernement de ne pas reconstruire ici. Sauf qu'il y a eu un visiteur du soir, et c'était des intérêts des capitaux étrangers, qui ont décidé de transformer la côte du Sri Lanka en station balnéaire géante, et du fait des investissements qui étaient promis, il n'y a pas eu d'opposition, il y a même eu un encouragement, et donc en fait la catastrophe a été un prétexte de privatisation de l'intégralité du littoral sri-lankais. Deuxième exemple, et ça vous le connaissez bien, c'est l'exemple des méga-bassines en France. Aujourd'hui, un des seuls éléments qui est bénéficiaire dans notre balance commerciale, c'est l'exportation de céréales et de maïs en particulier. Sauf que le maïs, ça représente à peu près ces plantes qui nécessitent énormément d'irrigation en été et qui représentent à peu près un bon tiers des besoins d'irrigation de toute la France, en fait, en réalité. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... pourquoi il y a eu des méga-bassines ? Parce qu'en fait, les producteurs de céréales et de blé, ils ont eu les conséquences du changement climatique à gérer. C'était la catastrophe. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Ils sont allés toquer au ministère de l'Agriculture et ils disent, non, on ne peut plus exporter ce qu'on avait promis d'exporter, ça va dégrader la balance commerciale française, les autorités en ont rien prévu, donc on négocie, et puis voilà, vous avez une méga-bassine. Et donc, en fait, quand on fait ça, quand on ne prend pas la peine de planifier une bifurcation dans le statu quo, et le statu quo il se traduit par un accaparement de la ressource, une privatisation de la ressource. Puisqu'en fait, ce qui s'est produit, du coup, l'acteur le plus puissant, dans la pénurie, avant il n'y avait pas de pénurie, maintenant il y a une pénurie, il a eu les moyens de s'accaparer une partie de la ressource pour son usage propre, parce qu'il est l'acteur le plus puissant. Deuxième exemple que vous connaissez bien, peut-être aussi, ou qu'on entend beaucoup parler, c'est la question des canons à neige. Un canon à neige, c'est aussi une méga-bassine de montagne. Vous avez des territoires de montagne qui dépendent à 80% du ski. Donc, à un moment, vous voyez que ces territoires-là, vous avez de moins en moins d'épaisseur de neige chaque année. Et du coup, vous devez monter plus en avant. Et quand vous faites ça, ça va tellement vite et vous n'avez rien anticipé. Donc, pareil, vous allez toquer aux autorités et vous allez demander des subventions pour faire votre canon à neige. Vous allez négocier un truc de vague sur la bifurcation de votre activité. Et pouf, vous avez un canon à neige. Okay ? Et c'est ça, une des tendances fondamentalement viciées de notre système économique à nous. C'est que, vu qu'on n'organise pas de planification d'intérêt général, en fait, on laisse la possibilité d'une maladaptation systémique, où en fait les plus puissants ont la capacité de s'accaparer une ressource dans la pénurie qui crée cette forme de rareté. Le dernier biais que je voulais souligner ici et devant vous, c'est que cette adaptation, 4 degrés, elle a l'énorme défaut de se penser uniquement comme si la France était un vase clos qui n'était pas lié au reste du monde. Alors que dans ce papier de recherche qui s'appelle Unequal Exchange of Labour Work, vous voyez en fait que la part des travaux qui sont réalisés pour gérer nos économies modèles, bien sûr, ils sont conditionnés par le pétrole, mais ils sont aussi réalisés à 90% par le sud global. Pourquoi ça se produit comme ça ? Parce qu'il y a en économie ce qu'on appelle la courbe que vous avez, c'est la courbe du sourire. Dans la courbe du sourire, vous avez la valeur ajoutée et vous avez les stades de production. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que les stades de production, comme l'assemblage ou la production ou l'extraction des matières premières, qui génèrent le moins de valeur ajoutée, sont déportés sur les pays du Sud, et que plus on monte dans les valeurs ajoutées produites, plus on garde ces activités au Nord. Et donc, en fait, une énorme partie de notre histoire économique en France, mais aussi dans les pays occidentaux, c'est d'avoir transformé le Sud global en des pays qui sont hyper spécialisés dans l'extraction d'un certain nombre de matières premières, pour les renvoyer vers le Nord, qui gardent, eux, les phases de production avec le plus de valeur ajoutée. Et cette exportation vers le Nord, en fait, elle va sous-tendre, en fait, une réimportation de tous les biens manufacturés, produits et transformés
dans le nord. Et donc ça, c'est un schéma de dépendance très important qui montre qu'en fait, on ne peut pas s'adapter tout seul. Si le sud global devient invivable, c'est absolument toute l'économie mondiale qui s'effondre et donc toutes les chaînes de production et de valeur qui changent totalement de paradigme. Oui, mais le temps passe, il faut qu'on parle des solutions. C'est quoi ton animal pour les solutions, l'abeille de la robustesse? La fourmi, ça aurait pu être aussi la fourmi. C'est vrai qu'on aurait pu mettre la fourmi. Alors, grosso modo, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si notre système économique il est organisé comme ça, c'est parce qu'il est organisé autour d'un seul paradigme. L'efficacité pour le profit, pour la croissance, d'accord? Tout est organisé autour d'un objectif, augmenter le PIB, augmenter le profit des entreprises, et pour que ça soit maximisé, il faut uniformiser l'intégralité des productions et les hyper spécialiser dans un schéma de concurrence mondiale, etc. Vous connaissez ça bien, et cette efficacité, elle n'est possible que sous une forme d'abondance énergétique, donc le pétrole, mais aussi de stabilité climatique. Plus on va se décaler en fait dans les conditions climatiques, plus on va devoir affronter des choses qu'on n'a jamais affrontées. En particulier, il va falloir qu'on tourne de paradigme, et le meilleur paradigme que j'ai trouvé pour avoir cette notion de robustesse qui s'oppose à l'efficacité, on va voir ce que c'est l'abeille, parce que l'abeille, elle a une utilité fonctionnelle autour de sa ruche, chacun a une utilité qui sert à tout le groupe. La hiérarchie n'est pas quelque chose qui est fondamentalement bon dans le monde des abeilles, où elle est fonctionnelle, elle n'est pas pour le prestige. La reine des abeilles a un rôle sacrificiel, d'accord? Et les abeilles sont des animaux non violents, sauf en extrême urgence, puisque en fait, quand elles piquent, meurt. Et donc, en fait, le paradigme qu'il nous faut organiser, c'est le paradigme de la robustesse. La robustesse, c'est le concept du biologiste Olivier Hamon et qui s'oppose à l'efficacité. Ce qu'il explique, Olivier, c'est qu'en fait, dans le monde du vivant, le monde de vivant ne sélectionne pas, ne marche pas sur le paradigme de l'efficacité, car quand vous avez une espèce hyper efficace, elle finit, à force de son efficacité, pomper toutes les ressources d'un biotope et donc s'effondrer elle-même de son hubris en allant très vite. Et en fait, en réalité, ce qui se produit, c'est que que le vivant va sélectionner ce qu'on appelle les espèces robustes. Pourquoi les espèces robustes? Parce que les espèces robustes, elles sont moyennes dans tout. Elles sont moyennes dans tout parce qu'elles vont inclure des formes de diversité. En agriculture, ça se voit très bien. Quand vous avez une forme d'agriculture qui est uniquement centrée sur le rendement, vous avez un type de production qui sont des clones génétiques, et pour que ces clones génétiques puissent produire, il faut qu'ils agissent dans un environnement qui est stérilisé, donc pesticides, donc engrais, donc tout ce que vous connaissez. Et donc un rendement qui peut être maximisé sur un certain temps, mais qui à moyen terme est en train de s'effondrer, et qui est surtout incapable de s'adapter à un monde qui devient fluctuant, c'est-à-dire un monde où l'irréversibilité climatique domine et où les extrêmes climatiques d'aujourd'hui seront la moyenne de demain, et elles sont place à des extrêmes inconnus pour lesquels rien n'est dimensionné, ni nos infrastructures sociales, ni nos infrastructures tout court, ni nos modes de vie, etc., ni nos corps également. Donc, quand on met de la robustesse en agriculture, on met de la diversité en particulier. On met du coup des rotations de culture, on met de l'agroécologie. On a aussi cette question de la lenteur. La vitesse, c'est quelque chose qui accélère énormément du coup les prélèvements dans les ressources, etc. La lenteur, c'est quelque chose qui permet de réfléchir, d'avoir un impact qui ne soit pas dans l'urgence, d'avoir aussi des formes de planification. Et le dernier élément, c'est inclure des redondances dans notre système. Aujourd'hui, on a un système qui n'a aucune redondance. Si un paquebot vient se caler dans le canal de Suez, tout le commerce mondial est bloqué jusqu'à ce qu'on déniche le paquebot. Si dans une entreprise vous n'avez pas de doublons sur les salariés, il y en a un qui n'est pas là, ça arrête toute l'activité économique, on a énormément de pertes comme ça. Le paradigme de la robustesse, il est fondamental et il permet en fait d'anticiper les grandes planifications de l'adaptation au changement climatique qu'il va nous falloir réaliser. Vous avez les 7 dans le livre, les planifications de la robustesse. Le premier que je voudrais souligner, qui est assez simple, c'est l'inclusion d'un maximum de trams bleues et de trams vertes en ville. Nos villes, elles sont là pour intégrer le paradigme de l'hyper-efficacité de la voiture. Ça a été construit comme ça, nos villes. Ça a été construit pour acheminer des matières premières et permettre la circulation de tout ce qui marche au pétrole.
Alors qu'une ville, la ville du XXIe siècle, la ville qu'on va construire, c'est une ville où on aura désimperméabilisé énormément de zones et on aura du coup des trames vertes et des trames bleues. Ces trames vertes et ces trames bleues, ce sont du coup des corridors de biodiversité qui permettent de faire circuler les espèces, qu'il n'y ait pas de coupure entre la ville et la non-ville en fait. Et vous allez avoir en fait avec ça une ville qui va être capable de transpirer quand il fait chaud et une ville qui va devenir une éponge quand il y aura trop d'eau. Ça, c'est les planifications de la robustesse. C'est ça la robustesse en ville et c'est comme ça qu'il faut la planifier. Le deuxième paradigme, c'est la renaturation de nos cours d'eau. Aujourd'hui, dans un paradigme d'efficacité, de transport, on a canalisé nos cours d'eau pour soit l'irrigation, soit pour mettre des habitations autour, etc. Sauf que ça, dans le monde fluctuant, c'est une catastrophe. Parce que si un cours d'eau a adapté ce lit particulier, c'est des milliers d'années d'hydrologie qui lui ont dirigé. Donc quand vous avez un extrême qui n'était pas revenu depuis 100 000 ans, le cours d'eau il va gonfler et il va emporter tout ce qu'il y a autour. L'artificialisation des cours d'eau, c'est les détourner, mais c'est aussi détruire tout ce qui est la végétalisation en fait autour de ces cours d'eau, c'est-à-dire tous les écosystèmes autour des cours d'eau qui servent aussi de petites éponges en cas de trop d'eau et d'éponges que l'on va vider en cas de trop sec, et donc un équilibre qui se passe dans la vie de nos cours d'eau. Troisième solution fondamentale en agriculture, il y en a énormément d'autres, il y a toutes celles qui traitent de la sobriété, notamment dans l'industrie, qui nous permettent de nous passer des effets très importants de la déplétion des chaînes économiques. Également, si vous voulez les slides, vous pouvez m'envoyer un message après la conférence sur LinkedIn, je vous les enverrai, pas besoin de les prendre en photo, parce que j'en vois beaucoup. Et du coup, le troisième paradigme, c'est notre agriculture. C'est quoi une agriculture robuste? C'est une agriculture où on met en place une forme d'hydrologie régénérative. Qu'est-ce que c'est l'hydrologie régénérative? Donc on a vu que là, nos cours d'eau, que la sécheresse et l'inondation, c'est en fait les deux faces d'une même pièce, ok? Mais ces deux faces d'une même pièce, fondamentalement, on peut essayer de retourner l'accélération du cycle de l'eau pour le ralentir. Ce qu'on va faire, c'est sur une parcelle agricole, on va jouer sur la topographie pour en fait qu'on y inclue un certain nombre de bassins de rétention avec sol désimperméabilisé. C'est ce que vous avez sur la partie de la figure avec hydrologie régénérative. C'est-à-dire on va avoir plein de mares et donc progressivement, quand l'eau retombe, elle s'écoule le plus lentement possible et elle réhydrate les sols. Et ce qui est extraordinaire avec l'hydrologie régénérative, c'est qu'elle inclut le déjà là de l'agroécologie, le déjà là qui fonctionne. Donc l'agroécologie et l'agroforesterie. L'agroécologie, c'est mettre des rotations de culture, donc ce qui permet de réenrichir les sols en nutriments, etc. Et donc d'avoir de la diversité et non pas des clones génétiques. Et quand on a de la diversité, c'est bien sûr beaucoup plus robuste. Ça gère tout un panel de conditions climatiques très différents et tout un panel de ravageurs qui pourraient venir dans ces zones-là. Et puis bien entendu, l'agroforesterie. L'agroforesterie, ça permet de mettre de l'ombrage, donc de résister au trop chaud. Et les arbres, c'est les meilleurs climatiseurs qui existent, puisqu'un arbre, ça peut transpirer jusqu'à une centaine de litres d'eau par jour. D'accord? Donc vous avez un brumisateur géant dès que vous mettez un arbre. Et encore mieux, l'arbre, c'est il va faire l'arrosage automatique de tout le sol. Puisque en fait, quand il a des racines profondes, il est capable d'aller chercher l'eau en profondeur quand la pellicule de sol superficielle est trop sèche et venir abreuver tout l'écosystème. Et donc dans cette diversité, dans ces formes de coopération, on se retrouve dans des situations où en fait on est capable de gérer les rhinocéros gris. Mais ces rhinocéros gris aussi, il faut comprendre qu'on ne pourra pas y arriver complètement si on ne gère pas l'incertitude. En particulier, il y a un concept qui est extrêmement intéressant, qui est le concept de désir mimétique, qui peut nous montrer en fait dans quoi peut nous mener une forme de société, le tissu social face aux incertitudes qui vont nous taper, et donc à la succession de crises. Il y a une vision de penser qu'en fait, ça c'est la théorie du désir mimétique de René Girard, on s'imagine que en fait on est un sujet désirant et qu'on désire l'objet désiré et qu'on a simplement une relation linéaire entre les deux. Ça c'est faux, parce que en fait, ce qui se passe quand vous avez le désir pour quelque chose,
vous avez en fait, vous imaginez que vous aimez l'objet désiré, mais vous n'aimez pas, vous souhaitez en fait devenir le médiateur du désir, c'est-à-dire la personne qui a déjà accès à l'objet désiré. Je donne un exemple très rapide. Bien sûr, au Chic Project, vous êtes tous fans de 4x4, donc quand vous voyez le 4x4 qui passe dans le Grand Canyon, dans la publicité, et ben vous avez envie du 4x4 parce que vous avez envie d'être de la personne dans le 4x4 qui a l'imaginaire de conduire, cet imaginaire de liberté, etc. Toute la publicité est construite autour du désir mimétique. Et donc, on est des êtres qui s'imitent les uns les autres. Mais ce qui est extrêmement intéressant, et pourquoi c'est extrêmement intéressant, c'est la théorie du bouc émissaire de René Girard. Pour René Girard, en fait, en réalité, ce désir mimétique, c'est une malédiction pour l'être humain. Parce que cette malédiction-là fait qu'on a chacun du désir les uns pour les autres, et plus on est dans des sociétés démocratiques où les choses sont visibles, plus on s'envie les uns les autres. Il y a une escalade de désirs mimétiques qui crée une crise mimétique et une violence mimétique qui est en fait une rivalité qui est exacerbée, qui fait que tout le monde veut se prendre les affaires de tout le monde, en gros, pour aller très vite. Et cette violence mimétique, en fait, en réalité, elle va se traduire par une escalade entre les différentes communautés, donc une tribalisation. Et la seule façon que les communautés humaines, d'après René Girard, ont trouvé pour désescalader cette violence mimétique, c'est de créer un bouc émissaire, c'est-à-dire de canaliser toutes les frustrations de la violence mimétique autour d'une communauté en raison de sa différence et en raison de sa vulnérabilité. Et donc ça, c'est aussi une conséquence du statu quo, la naissance du bouc émissaire pour désescalader les violences un temps, et donc empêcher la subversion de l'ordre en tant que tel. Et le grand travail qu'on a à faire, c'est du coup d'éviter cette escalade de violence mimétique, et pour ça, il va falloir qu'on arrive à tisser le mycélium de nos initiatives, et le mycélium de ces initiatives, donc le champignon, vous savez que ce que vous voyez en forêt, le haut, c'est l'organe reproducteur, le mycélium, c'est ce qui va faire le lien avec tout le vivant. Et pour ça, vous avez un livre qui est formidable, qui est le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et en fait, ce livre-là, il est formidable parce qu'il essaye d'expliquer que ce qu'on vous a appris à l'école aussi sur la compétition darwinienne est faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent, Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, c'est que, en fait, dans une situation de pénurie ou de crise, les êtres humains qui restent ensemble dans la catastrophe, ce sont les êtres humains qui ont institutionnalisé l'entraide au plus haut degré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez un groupe humain où l'institution dominante c'est la compétition, vous avez la pénurie ou la crise, et si vous avez la pénurie ou la crise, vous vous tribalisez autour de l'accaparement de la ressource qui est en pénurie. Vous faites exactement les méga-bassines ou les canons à neige. Alors que quand vous êtes dans une institution de l'entraide, vous avez de l'ordre par l'entraide. Et cet ordre et ces institutions, ce désir de sécurité et de vivre ensemble partagé, il permet de rester ensemble, de rester cohésif dans la catastrophe et dans la pénurie. Et ce qu'il va montrer, c'est qu'en fait, l'entraide est la condition de la création de l'abondance, mais dans l'abondance, en fait, le comportement majoritaire qui va être sélectionné, là, ça va être celui de la compétition darwinienne, comprise au sens de Darwin. C'est-à-dire que dans la nature, vous avez les deux comportements, le comportement de compétition et le comportement d'entraide qui sont là. Le comportement de compétition, il induit l'efficacité et il induit une surextraction du milieu qui peut régénérer ensuite la situation de pénurie ou de crise, et tout le vivant est compris comme ça, c'est-à-dire comme une compétition entre les institutions de l'entraide et les institutions de la compétition. Les deux existent et les deux préexistent. Et en fait, ce qui se produit, c'est qu'aujourd'hui, lorsque on essaye de parler de toutes ces institutions, on a très facilement moyen de voir les institutions de la compétition, mais beaucoup moins nos institutions de l'entraide. Et en fait, les institutions de l'entraide, c'est elles qui créent les réflexes de l'entraide. Et aujourd'hui, la principale institution de l'entraide qu'on a à notre disposition, c'est la sécurité sociale. D'accord ? Cette sécurité sociale, c'est déjà l'entraide énorme qu'on a.
Comment naît la sécurité sociale? Elle naît sur l'effondrement d'une crise, l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale. Et elle ne naît pas comme ça par la magie de deux hommes, donc vous les avez à l'écran, Ambroise Croizat et Pierre Laroque. Elle naît par la reproduction de quelque chose qui existait déjà en germe dans la société. Ce qui existait déjà en germe dans la société, c'est l'auto-organisation d'un certain nombre de salariés, de travailleurs et de travailleuses qui, en fait, dans leur syndicat, récupéraient une partie des cotisations sociales pour aller, donc une partie du salaire, en fait, des gens qui représentaient, pour payer les assurances maladie, pour payer la retraite, etc., etc. Et donc, en fait, cette institution de la sécurité sociale, elle se construit dans la démocratie sociale. Elle se construit en 1945 comme un service public non étatique. C'est extrêmement important. Ce n'est pas l'État qui gère la sécurité sociale, c'est les représentants des assurés eux-mêmes. Et à la Libération, on est sur 3/4 de représentants du patronat et 3/4 des représentants des salariés, donc des travailleurs et des travailleurs, et 1/4 des représentants du patronat. Donc en fait, on a une représentation démocratique qui gère le montant des cotisations, qui gère l'âge de la retraite, qui gère les investissements qu'il faut faire dans l'appareil de santé à la Libération. Et ça, c'est un exemple absolument extraordinaire d'une crise qui prend appui sur quelque chose qui existait avant la crise pour dégénérer une institution de l'entraide qui prend la place d'une institution qui est organisée autour de la compétition et de l'efficacité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est qu'en fait, on a énormément de mal à nous placer les uns les autres dans la question de ce backlash écologique, parce que, en fait, on est aujourd'hui coincé entre deux bouts. On est coincé dans un rapport infantile à cette question climatique, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les actions individuelles, beaucoup, qui sont très clairs sur ce qu'il faut faire, les 2 tonnes, etc. Et le projet politique, le plaidoyer politique, demander aux dirigeants politiques d'appliquer le plan de transformation de l'économie française, etc. Par contre, ces deux-là, surtout dans ce contexte actuel, c'est bloqué fondamentalement, puisque les actions individuelles permettent d'inspirer, mais jusqu'à un certain point, et que le plaidoyer politique est bloqué, est bloqué par la situation politique actuelle, est beaucoup plus bloqué, et même en retour arrière à toutes enjambées, notamment du fait des dynamiques de Trump. Et donc ce qu'il faut faire, en fait, moi je suis persuadé, c'est construire par la base des institutions de l'entraide qui vont se généraliser. C'est ça la réponse au signe noir. La réponse au signe noir, c'est créer l'entraide. Et créer l'entraide sur le principe des besoins vitaux, d'aller regarder en fait, en réalité, quels sont les besoins vitaux qu'on doit garantir dans l'incertitude. Et dans l'incertitude. Et donc, en fait, dans son principe final, la sécurité sociale de l'alimentation, quand elle se généralisera, on aura chacun, chacune, sur notre carte vitale, 100 € par personne et par mois, que l'on pourrait dépenser uniquement chez des productrices et des producteurs qui seraient conventionnés. Et comment on conventionnerait ça? On aurait des caisses locales de la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple à Rennes, à Rennes 2, qui choisiraient démocratiquement entre des représentants des mangeurs et des représentants des producteurs et des transformateurs les critères qui feront qu'on aurait accès à cet argent sur les monnaies marquées. Aujourd'hui, ça existe tout à fait. Aujourd'hui, on choisit que ce qui a accès à notre monnaie marquée sur notre carte vitale, c'est les médecins qui ont fait des études de médecine. Bon, voilà. Donc l'idée, c'est de faire exactement la même chose pour l'alimentation. Et en fait, dans cette alimentation-là, ce qui est formidable, c'est que 100 € par personne et par an, c'est 1/3 du chiffre d'affaires de la grande distribution. Ça permet de sortir les producteurs marginaux de la marginalité. Pourquoi on les sort de la marginalité? Parce qu'ils sont marginalisés par le fait qu'ils doivent s'homogénéiser, s'hyper spécialiser par le paradigme de la compétition et de l'efficacité. Et cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est quelque chose qui crée une dynamique absolument incroyable dans énormément de territoires et qui s'organise partout déjà, par la base, et qui est déjà expérimenté. Et c'est quelque chose, en fait, ces institutions de l'entraide, ces institutions de la robustesse, à force de crise, c'est celles qui vont rester debout par l'accumulation de crises. Et plus on les aura généralisées, chaque crise va être une opportunité de réinventer toutes ces institutions. Et je terminerai par quelque chose que vous connaissez bien, mais que je vais essayer de compléter, c'est la vision de la problématique comme de ce qui est atteint comme l'économie du donut de Kate Raworth.
Donc l'économie du Donuts de Krakauer, c'est qu'en fait, il faudrait replacer les économies humaines dans un espace qui est sûr, juste et soutenable, avec un plancher social qui permettrait de garantir à chacun les besoins. Et donc vous me voyez arriver, il faut paver l'économie du Donuts de Krakauer de sécurité sociale qu'on construit par la base. Et de l'autre côté, vous avez le plafond environnemental qui correspond du coup à la planification robuste, qui est en fait une mise en sécurité sociale des communs. Et donc c'est comme ça qu'il faut reformuler pour moi l'adaptation pour nous empouvoirer par rapport à cette initiative-là. Il faut la reformuler comme une mise en sécurité sociale des besoins, d'accord, les sécurités sociales, de l'alimentation, etc., et des communs, donc les planifications robustes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effondrement en cours, il va continuer de disloquer les réseaux dont on dépend pour reproduire notre existence matérielle, ou en tout cas pour avoir accès à nos besoins vitaux. C'est une forme d'insécurité généralisée. La seule façon de répondre à cette insécurité généralisée, c'est de proposer une autre adaptation qui propose et qui organise par la base une action collective autour de la mise en sécurité sociale des communs et des besoins. Et en fait, cette mise en sécurité sociale par la base, elle permet de prendre appui sur les crises pour subvertir l'ordre établi et donc créer ces parcelles, ces parcelles de robustesse et ces parcelles d'entraide qui permettent de résister aux rhinocéros gris et aux cygnes noirs. Et donc en fait, c'est le partage des réflexes d'entraide qui permettra de conserver notre cohésion en France en tant que société libre, égalitaire et fraternelle. Et si je devais résumer cette conférence avec un slogan, c'est que le futur il sera collectif ou il ne sera pas. Et je vous remercie pour votre attention. On a dû faire un choix parce que Yann a énormément de choses à dire. Là, il est allé vite, il est passé sur plein d'autres choses qui sont passionnantes, qu'on peut entendre sur d'autres conférences ou qu'on peut lire dans son livre. La sortie est payante. Et qu'est-ce que tu m'as coupé dans mon idée. Oui, pour tout ce qui est constat, l'année dernière, on a fait une conférence ici sur Rennes à 50 degrés et elle est disponible sur les réseaux Rennes à 50 degrés, je pense que c'est sur YouTube, c'est ça? Donc on avait fait le choix de faire assez vite tout ce qui était les faits Rennes à 50 degrés, enfin ce qu'il allait se passer à la France plus 4 degrés, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Donc la partie entraide, on l'aurait aimé peut-être un peu plus long. Donc si vous avez des questions à poser, est-ce que vous pouvez plutôt orienter vos questions sur l'entraide pour poursuivre la discussion, sauf si vraiment vous voulez en savoir plus sur l'état de la France à plus 4 degrés. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Rennes au niveau de la sécurité sociale alimentaire? Est-ce qu'il se passe des choses à Rennes? Oui, hein. Après, je ne suis pas le mieux placé, mais il me semblait que Rennes était. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient déjà à ça. Il faut simplement. Il y a un média qui s'appelle le Collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation qui essaye de récupérer toutes les initiatives. Et je pense que dans le public, il y a peut-être des gens qui ont des idées là-dessus. Il faut se renseigner, ouais. Je sais qu'à Paris, il y en a beaucoup. Il y a une association qui s'appelle la Marmite Rouge qui fait énormément d'éducation populaire aussi. Il y a une fresque de la sécurité sociale de l'alimentation, plutôt une fresque constat des étaux dans lesquels est pris le système alimentaire actuellement. Peut-être on prend plusieurs questions en même temps, comme ça il y a moins de frustration peut-être. Juste, tu as dit 100 € par an. Non, et par c'est mois. 100 € par an. J'ai dit par an? Tu as dit une fois par mois et une fois par an. Par mois. Donc voilà, c'est bien 100 € par mois. Par mois, sur la par mois, carte par mois. Vous avez 100 € par an, bon. C'est le chèque cadeau de la fin d'année, quoi, c'est pour aller à la FNAC. Dans les expériences de sécurité sociale alimentaire dans des terroirs très campagnards, ils démarrent avec 50 €. D'accord. Voilà. Et c'est pas facile. Ils disent plus selon les capacités. Donc l'idée, c'est aussi de mettre un pourcentage, de proposer un pourcentage par rapport aux revenus. Oui.
C'est ça, c'est qu'en fait, les 50 euros ou les 100 euros, ils sont reçus, mais chacun ne cotise pas au même niveau. C'est selon les moyens et reçoit selon les besoins. C'est ça le principe de la sécurité sociale. C'est ça. Je peux faire son micro, j'ai une bonne voix, je pense. C'était pour faire le lien entre coopération et puis robustesse. C'est le lien avec un roman graphique que je viens de dire il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Champ de bataille d'Inès Leroux, et qui montre très bien comment, avant le remembrement, les paysans avaient des formes de solidarité et qui permettaient effectivement une forme de vie collective, et que le remembrement a créé non seulement de la désertification, parce que vous décrivez du point de vue écologique, mais aussi cassé beaucoup de liens sociaux. Mais ça, c'est même la naissance du capitalisme. Le capitalisme est né en Angleterre comme ça, par les enclosures. Donc en gros, il y a des propriétaires qui se sont dit on va séparer les champs qui étaient un peu partagés en autogestion, il ne faut pas idéaliser ça, mais c'était un peu ça. Donc on a mis des barrières entre pour que chacun soit petit propriétaire de son champ à lui, ce qui crée des formes de compétition, ce qui crée des formes d'accumulation, et c'est ça la naissance du capitalisme. D'après Marx, c'est les enclosures, ça naît comme ça. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Et j'avais une question sur justement les 100 euros par mois. Comment vous les financeriez? Est-ce que c'est justement aussi au niveau local? Et dans ces cas-là, comment on prend en compte le fait que ça dépend en fait, de où on vit, que si c'est vraiment au niveau local à l'échelle d'une ville, Rennes aura plus de chances qu'une ville dans le sud. Et comment on prend en compte le fait des inégalités et l'arrivée de nouvelles personnes dues justement au réchauffement climatique dans ce tissu local-là? C'est plus par rapport au financement, impôts, et prendre en compte les autres qui arrivent. Donc il y a plusieurs versions. La sécurité sociale, quand elle se construit par initiative, le financement, il est, comme l'a dit Madame, participatif en général. Il y a des expérimentations qui sont menées où chacun donne comment il peut, et selon ce qu'on récolte, on essaye de donner quelque chose d'équilibré. Chacun finance, c'est ça le principe, selon ses besoins et reçoit selon ses moyens. Le financement, c'est très important à comprendre, c'est que ça se fait par les cotisations sociales, pas par l'impôt, parce que l'idée est de garder ça sous forme de services publics non étatiques. Et la cotisation, elle se place plutôt aujourd'hui sur des réflexions sur la valeur ajoutée créée par la grande distribution plutôt que sur les salaires, les salaires produits. Excusez-moi, vous avez juste inversé les moyens et les besoins. Oui. Donc, je redis, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Parce que si on dit l'inverse, c'est complètement l'inverse. Et donc, sur les réflexions du financement global, ça serait plutôt... donc, il y a beaucoup de collectifs qui travaillent sur ça, sur préciser les modalités de ce que serait au niveau national. A priori, on s'orienterait plutôt vers une vision par des cotisations sociales sur la grande distribution, et donc en fait un prélèvement qui serait réalisé sur la grande distribution pour créer cette alternative robuste. Et en fait, c'est comme ça que devraient marcher toutes les formes d'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un paradigme de l'efficacité. On ne peut pas bifurquer du jour au lendemain dans les conditions actuelles. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser tous les revenus, par exemple les revenus du ski, pour créer peu à peu, augmenter des alternatives qui soient robustes et anticipées, qui sont moins rentables maintenant, mais qu'en fait, on utilise, on va dire, le chiffre d'affaires, ce qui est généré par le business as usual, pour créer les poches de financer les poches de robustesse d'entre eux. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis là. Et aussi pour les exemples et les solutions qui étaient très apérites, très concrètes à prendre en main. Mais ce que je voulais aborder avec vous et vous questionner, c'était, on a très peu parlé de l'acceptabilité de ces solutions-là. Et je vais prendre un exemple très concret. Moi, je travaille à l'Université de Rennes. On travaille sur un projet, et notamment, c'est un projet justement de renaturation d'un cours d'eau sur la Célune. Et ça n'a pas du tout été accepté par le territoire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de blocage avec les populations de ce territoire-là. Et pourtant, je veux dire, fondamentalement, c'est quelque chose qui, écologiquement, est super intéressant. Et a montré des conséquences très positives, en fait, sur l'environnement. Et pourtant, c'est pas acceptable. Donc, comment est-ce qu'on gère ces enjeux d'acceptabilité? Une grande question, j'imagine que vous n'avez pas de réponse. Voilà. C'est très difficile de répondre, en tout cas sur des cas particuliers comme ça.
Moi, je pense que l'acceptabilité elle dépend beaucoup, c'est très bateau ce que je veux dire, mais des formes d'exemplarité, c'est-à-dire si on a un grand projet de société vers ces éléments de planification écologique, vers ça, on va faire sauter énormément de verrous, parce qu'en fait, beaucoup de blocages qu'on retrouve dans les populations, notamment les populations rurales ou les populations les plus démunies, ou les populations qui ont aussi un intérêt économique à y perdre, c'est de se dire qu'en fait, on va leur prendre quelque chose en plus par la réglementation. On va surcharger les normes, on va mettre au-dessus, on va empiler, donc on va enlever des possibilités de produire, ou en tout cas, on va enlever des capacités de subsistance à ces personnes-là. Et donc, la mise en sécurité sociale des besoins, c'est quelque chose qui permet, pour moi, de limiter les freins parce qu'elle met en sécurité justement. Je pense que le sentiment aujourd'hui qui est partagé chez énormément de personnes, notamment soit par rapport à la situation économique actuelle, soit par rapport aux perspectives de l'avenir, c'est un sentiment d'insécurité. Et quand on est en insécurité, on se frise sur l'état actuel parce que si on se sent en insécurité, on a une vision pessimiste de l'avenir. Et on se dit que plus ça va avancer, plus ça va aller mal, et plus ça va avancer, plus ça va aller mal, il ne faut pas bouger. C'est le suricate devant la voiture. Et il a peur. Il faut autre livre de Mausalin qui est trop bien sur le suricate, je ne sais plus le nom exact. Mais il parle de ces éléments-là de la peur, et en fait, quand la peur elle est généralisée, vous avez des comportements qui sont, on se frise devant le danger pour ne pas souffrir au moment du danger. Il y a 3 zones de peur. Il y a la zone verte où on n'a pas peur, la zone rouge où notre peur devient un activisme, une puissance, une colère, de l'agitation. Et quand on dépasse le niveau de peur qui crée de l'activisme, de la colère, de l'agitation, on va dans la zone bleue, et la zone bleue, c'est la zone de mort. C'est la zone où en fait on se frise pour éviter le danger. Il y a un chat et une souris, et la souris, au début, elle voit le chat, elle a peur, donc elle révolte, elle court, elle fuit, et avant le chat la rattrape, et ce qu'elle fait pour ne pas souffrir, c'est mort cérébrale. Et du coup, en attendant que le chat s'en aille, après, elle redescend dans le rouge et dans le bleu. Je pense qu'il y a énormément de pans d'acceptabilité qui sont liés aussi à cette question de la peur et à ces éléments-là. C'est pas très matérialiste comme réponse, malheureusement, mais je pense que dans les ressources psychologiques de refus qui semblent pas rationnels, il y a cet affect-là derrière. Bonjour, j'ai une question, je suis au milieu. Pour continuer sur cette thématique du mouvement, on parle parfois du triangle de l'inaction. Comment pour vous on peut se mettre en mouvement, parce qu'il y a quand même des projets intéressants, mais des projets dimensionnés, importants à mettre en place. Comment pour vous on peut sortir de cette inaction, de ce triangle de l'inaction, et rentrer dans la construction de toutes ces belles constructions que vous venez de présenter? Merci. Oui, c'est intéressant. Moi, ça me donne l'occasion de bâcher un peu. Je n'aime pas du tout le triangle de l'inaction. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement anti-scientifique, et la science, c'est les sciences sociales aussi. Et en particulier, le triangle de l'inaction, c'est pas une explication qui me semble satisfaisante pour expliquer l'inaction. C'est pas chacun se regarde et chacun a la même responsabilité. Je pense qu'en fait, que les modifications à réaliser, et c'est pour ça qu'il faut lire Naomi Klein d'ailleurs, c'est que en fait, le changement climatique, il met en défaut énormément d'intérêts économiques, d'accord? Et ces intérêts économiques, ils vont se crisper autour de la conservation du statu quo, ou en tout cas le fait de gagner le plus de temps possible par rapport à cette situation-là. Et donc moi je pense que ce qui permet beaucoup la mise en mouvement, c'est la façon de se mettre en lien autour d'institutions de l'entraide, et d'avoir aussi l'énergie, le combat, de convaincre autour, et de faire vivre les moyens de les généraliser les plus vite possible, et donc d'avoir une vision claire sur les enjeux systémiques, notamment systémiques, pas uniquement compris comme toutes les limites planétaires, mais en comprenant également le fonctionnement de notre système économique, le fait que ça soit tout le temps basé sur la même chose, le profit et la croissance, et donc en fait avoir une forme d'économie qui réduise la place de nos institutions de la compétition pour les institutions de l'entraide. Donc ça, il y a 2 façons. Il y a la façon de combattre une partie des institutions
restitution de la compétition, en tout cas travailler à la réduction de la place, c'est-à-dire, comment dire, alors Bruce Lee disait be water, ok. Et be water, ça veut dire quoi? C'est aussi lié beaucoup à la géopolitique chinoise, par exemple. C'est en fait l'idée que quand il y a l'eau qui se retire, il faut prendre la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la compétition, l'organisation économique vient créer la pénurie dans une communauté, notamment les communautés des quartiers populaires par exemple, et vous avez des institutions de l'entraide qui prennent la place pour venir subvenir aux besoins vitaux que le système économique n'arrive plus à prendre en compte. Moi je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que les initiatives locales qui permettent de prendre la place de ce qui a été créé par une forme de pénurie artificielle, ça c'est des formes aussi d'entraide spontanée, parce qu'on a de la spontanéité dans l'entraide qu'on réalise. Cette spontanéité, tu as pu la voir par exemple, si je peux me permettre de te tutoyer, au moment de Valence, où tout le monde est arrivé après Valence avec des balais, de la bouffe, etc., pour aller aider. Ça c'est un réflexe qu'on a de base. Parce que quand il y a la catastrophe, on s'entraide tout de suite. On a l'entraide qui devient le comportement majoritaire, parce qu'on a survécu comme ça. Parce qu'on a nos affects qui nous parlent comme ça. Et nos affects, ils sont issus de l'épigénétique beaucoup. Ils sont vécus de l'expérience passée de nos ancêtres, de nos façons d'évoluer, de la connexion de nos neurones, etc. Et donc il y a ça, il y a institutionnaliser les formes d'entraide de base, et donc lutter pour réduire la place de la compétition, et aussi se mettre en lien autour, et donc de faire vivre une forme de démocratie qui permet d'aller au-delà aussi de la place de cette forme de démocratie. Elle est incompatible aussi avec la part très 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 importante que représente malheureusement le travail salarié dans nos vies. Donc créer des poches de l'entraide à chaque fois qu'il y a de la place, prendre la place à chaque fois que la compétition se retire ou laisse quelqu'un en défaut, c'est des formes de construction. Bon, par exemple, j'ai construit énormément de mon engagement de façon concrète dans l'aide aux sans-abri. C'est quelque chose qui m'a beaucoup restructuré intellectuellement, mentalement, et qui a permis en fait d'avoir une vision de l'entraide pris dans la chair en plus des réflexions intellectuelles. Je pense qu'il faut expérimenter beaucoup. Voilà. Ne pas avoir peur d'expérimenter et avoir le temps d'expérimenter, c'est une autre question. On a le temps de prendre encore une question. Oui, bonjour. Je vois sur votre... Et merci pour votre conférence, pardon. Je vois sur votre diapositive, là, que pour construire cette sécurité sociale des communs dont vous parlez, vous mentionnez qu'il faudra prendre appui sur les crises pour subvertir progressivement mais durablement les institutions à l'origine du maintien dans un statu quo ingérable. De quelle crise vous parlez? Est-ce que vous pouvez préciser? Et est-ce qu'il en faut obligatoirement avant qu'on puisse passer et changer de paradigme? C'est une très bonne question, et moi je vais paraphraser Jean Covici, parce que Jean Covici, donc après le PTF pendant les présidentielles, il est revenu 2 ans après, et on lui a dit, en fait ton PTF ça sert à rien, il a fait non, ça sert pas à rien, ça servira quand il y aura des crises graves, parce que l'ordre établi ne va pas se subvertir tout seul, parce qu'il n'y a pas de sans lutte, sans combat, sans dimension beaucoup plus importante de résistance en fait, et de propositions concrètes, d'institutionnalisation d'autres choses, on n'aura pas de subversion. Et en fait, le message de l'adaptation, le message du risque, le message de l'irréversibilité climatique, des rhinocéros gris, des cygnes noirs, c'est qu'en fait, on va se prendre des crises en permanence. On se prend déjà des crises, sauf qu'on a énormément de défauts à les interpréter, à les relier au dépassement des frontières planétaires. On en a dépassé 7, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est puisqu'on a dépassé les frontières planétaires, on va avoir des forces de rappel qui vont nous ramener dedans. Ça, c'est les crises systémiques. Il y a un concept de recherche qui est très intéressant, qui s'appelle le concept de la polycrise, qui lie en fait toutes ces crises systémiques avec ces crises systémiques, dont environnementales, mais aussi les crises géopolitiques, etc., qui permettent en fait de lier tous ces sujets, d'avoir une vision globale, et donc en fait d'essayer d'anticiper ces crises, leur nature du moins, d'essayer de voir les points névralgiques des sociétés qui font que si ces points sont touchés, on a l'effondrement en part. Et donc,
en fait, ces questions des polycrises, c'est quelque chose qu'on peut étudier. Et en fait, on a dépassé tellement fort ces frontières planétaires qu'on va prendre des crises. Il faut simplement ne pas être dans la sidération par rapport à elles et permettre, au moment en fait, où on se prend ces crises-là, ce qui va rester debout, c'est tout ce qui est robuste et tout ce qui est de l'ordre de l'entraide, tout ce qui est robuste, pour aller très vite. Olivier Allemand le dit très bien, et c'est par ce mécanisme de succession des crises que la robustesse s'institutionnalise. Parce qu'en fait, ce qui reste debout, c'est la robustesse, et donc c'est celle qui va grandir derrière. Et fondamentalement, lorsqu'on a ces institutions-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place aussi importante au combat, à la résistance, à l'institutionnalisation d'autres choses, mais plus on va prendre ces crises-là, plus ce qui va rester debout, c'est les institutions de l'entraide et de la robustesse. Et Olivier Allemand, il a une phrase mythique que moi j'aime beaucoup, il dit « les marges finissent par contaminer le cœur ». C'est-à-dire que quand vous avez par exemple un grand vol d'oiseaux, d'accord, les gens qui vont orienter le vol d'oiseaux, c'est les oiseaux qui sont aux marges du cortège, c'est eux qui bifurquent, d'accord, et on ne le voit pas au début. Et aujourd'hui, le système médiatique ou notre société est organisée pour en fait nous faire des shoots de peur en permanence. Il n'y a que ça, et malheureusement, dans les sphères écologiques, on participe beaucoup à redonner des shoots de peur sans avoir le prisme, la chose qui va permettre d'émanciper derrière et de faire réfléchir. Or, ces shoots de peur, en fait, ils nous empêchent d'intellectualiser beaucoup de choses, ils nous empêchent de réfléchir. Toute notre énergie, elle est dans notre tête à réagir et non pas à agir, donc ne pas avoir du coup la réflexion, les capacités de réflexion. En fait, on nous ampute de cette façon-là, et les institutions de l'entraide, la construction, la mise en lien, ça permet de sortir de ça. Voilà, je pense que fondamentalement, il y a ce message-là, c'est-à-dire que c'est par l'action concrète qu'on arrive à construire des poches d'entraide, et c'est les poches d'entraide qui resteront debout face aux crises qui vont arriver et qui vont se multiplier. Il faudra aussi bien interpréter, c'est un enjeu très très important. Pour finir, vous allez tous vous mettre debout, s'il vous plaît. Vous allez tous vous regarder les uns les autres, et dans l'assemblée, chacun choisit 2 personnes, si possible qu'il ne connaît pas. Donc, du regard, vous décidez de choisir 2 personnes que vous ne connaissez pas. Et vous les retenez dans votre tête. Vous ne dites pas qui c'est. Maintenant, vous vous retournez vers moi. Vous imaginez que vous êtes une forêt d'arbres. Vous restez debout. Et puis, vous, mademoiselle la salopette orange, elle est touchée par un ravageur. C'est un arbre qui est touché par un ravageur. Et du coup, elle va s'asseoir. Et les personnes qui ont choisi cette jeune fille s'assoient maintenant. Ceux qui ont choisi, ceux qui viennent de s'asseoir, continuent à s'asseoir. Quand vous voyez la personne que vous avez choisie, vous vous essayez, en gros. La forêt est résiliente, mais parce qu'on se voit pas tous. Ça y est. Vous continuez à... C'est parce que vous êtes trop... Ça y est, c'est tout? Il n'y a plus personne à s'asseoir, si? Là, c'est pour vous montrer la dépendance des écosystèmes, qu'on est tous interdépendants. Ça veut dire que si on se résigne, on va tous se résigner les uns après les autres.
parce que on dépend tous les uns des autres, mais ça veut dire aussi que vous, monsieur, c'est comme ça, voilà, vous allez vous remettre debout parce que vous avez décidé de vous mettre en action. Voilà. Et toutes les personnes qui avaient choisi cette personne-là vont se remettre debout. Voilà. C'est juste pour vous montrer que ici, si vous vous mettez en action, si vous décidez que même le petit geste, peut-être qu'il n'est pas suffisant, mais en tout cas il est indispensable parce qu'on est tous liés, on est tous interdépendants. Et j'espère que demain, vous ferez bouger autour de vous en pensant à cette interdépendance.